Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui s'intitule l'articulation de la hanche ou bien l'articulation coxo-fémorale. Voici sur cette vue l'articulation de la hanche. Pour l'étude de cette articulation, j'ai choisi le plan suivant. Je commence d'abord par une introduction. Ensuite, on va voir les surfaces articulaires de l'articulation de la hanche. Après, on va voir les moyens d'union. Par la suite, on va étudier la synoviale ainsi que les bourses synoviales qui constituent un plan de glissement pour l'articulation de la hanche. Après, on va voir l'anatomie fonctionnelle de cette articulation et on terminera par quelques applications pratiques. Je commence par l'introduction. L'articulation de la hanche sur cette vue antérieure du bassin est encerclée en rouge. Cette articulation est également appelée l'articulation coxo-fémorale. Cette articulation correspond à la deuxième plus grosse articulation de notre corps. Bien sûr, après l'articulation du genou qui constitue la plus volumineuse articulation du corps. L'articulation de la hanche correspond à l'articulation proximale du membre pelvien. Cette articulation est située au niveau de la racine du membre pelvien. L'articulation coxo-fémorale relie le membre pelvien au tronc. Et ceci en unissant le fémur à l'os coxal ou bien à l'os iliaque. L'articulation de la hanche est une articulation profonde, contrairement à l'articulation du coude qui est une articulation superficielle. L'articulation de la hanche est bien dissimulée ou bien cachée dans la région de l'aine. L'articulation de la hanche ainsi est une articulation inaccessible à la palpation. La hanche est une articulation solide, très résistante et très stable. Lorsqu'elle est le siège de luxation, il s'agit souvent soit d'une luxation congénitale chez les nouveau-nés, soit d'une luxation secondaire à un traumatisme important et il s'agit souvent d'un accident de la circulation. L'articulation coxo-fémorale est une articulation mobile, donc c'est une synoviale ou bien diarthrose. Cette synoviale est de type sphéroïde ou bien énarthrose. L'articulation de la hanche ainsi est caractérisée par une grande mobilité selon les trois plans de l'espace et les trois axes. Je passe maintenant à l'étude des surfaces articulaires. Les surfaces articulaires de l'articulation de la hanche sont représentées par la surface semi-lunaire de l'acétabulum qui appartient à l'os coxal. La deuxième surface articulaire appartient au fémur. Il s'agit de la tête fémorale. La troisième surface articulaire correspond au labrum ou bien au bourrelet acétabulaire. Sur cette vue antérieure de l'articulation de la hanche, regardez bien le pourtour du cotyle ou bien de l'acétabulum. L'acétabulum ou bien la cavité cotyloïde ou bien acétabulaire se comporte comme un saladier qui va recevoir ou bien qui va épouser la tête du fémur. Je commence d'abord par l'étude de la surface semi-lunaire de l'acétabulum. La voilà sur cette vue latérale de l'os coxal, elle est colorée en bleu. L'acétabulum ou bien la cavité acétabulaire ou bien le cotyle est une cavité creusée sur la face latérale de l'os coxal
plus exactement en regard de la jonction des 3 pièces osseuses primitives, c'est-à-dire au niveau de la jonction de l'ilium, du pubis et de l'ischium. L'acétabulum est marqué par un rebord osseux saillant, le voilà, qui va entourer cette cavité. Ce rebord saillant est appelé le limbus acétabulaire ou bien le sourcil acétabulaire. Ce limbus va séparer la cavité acétabulaire du reste de la surface de l'os coxal. Le limbus acétabulaire présente à décrire 3 incisures ou bien 3 échancrures. Nous avons une incisure antérieure, une incisure postérieure et une incisure inférieure. L'incisure antérieure est dite ilio-pubienne. L'incisure postérieure est dite ilio-ischiatique. Et enfin, l'incisure inférieure est dite ischio-pubienne ou bien incisure acétabulaire. Sur cette vue postérieure de l'os iliaque, je peux mieux voir l'incisure inférieure ou bien l'incisure acétabulaire. L'acétabulum ou bien la cavité acétabulaire est constituée de 2 parties. Une partie périphérique et une partie centrale. La partie périphérique correspond à notre surface articulaire qui est la surface semi-lunaire. Comme son nom l'indique, la surface semi-lunaire est en forme de croissant. Elle présente à décrire 2 extrémités, l'une antérieure, l'autre postérieure. L'extrémité antérieure est appelée la corne antérieure. L'extrémité postérieure est appelée la corne postérieure. Ces 2 cornes, antérieure et postérieure, sont séparées par l'incisure acétabulaire ou bien ischio-pubienne. Ces 2 cornes sont reliées par un ligament qu'on appelle le ligament transverse de l'acétabulum. Maintenant, la fosse acétabulaire, elle se trouve au fond. Elle est appelée également l'arrière-fond de la cavité acétabulaire. Donc, c'est la partie centrale, c'est la partie profonde de l'acétabulum. Cette partie est non articulaire, elle n'est pas recouverte par un cartilage articulaire, contrairement à la surface semi-lunaire qui est recouverte par le cartilage articulaire. Au niveau de la fosse acétabulaire se loge un ligament. Ce ligament est appelé le ligament de la tête fémorale ou bien le ligament rond. Ce ligament est tendu entre l'os coxal et la tête du fémur. Ce ligament fait partie des moyens d'union de l'articulation coxo-fémorale. Sur cette vue, je peux voir la corne antérieure et la corne postérieure de la surface semi-lunaire. Ces 2 cornes sont reliées par le ligament transverse acétabulaire. Ce ligament passe en pan au-dessus de l'incisure acétabulaire. Ainsi, on aura un petit espace entre le ligament transverse et l'incisure acétabulaire. Cet espace est appelé le foramen acétabulaire. À travers ce foramen passent les vaisseaux qui accompagnent le ligament de la tête fémorale. Ces vaisseaux sont responsables de l'irrigation de la tête du fémur. Je passe maintenant à l'étude de la tête fémorale.
Voici la tête fémorale. La voilà. La tête fémorale fait partie de l'extrémité proximale ou bien de l'épiphyse proximale du fémur. Elle est de forme sphérique. Elle représente les 2/3 d'une sphère de 50 mm de diamètre ou bien de 25 mm de rayon. La tête du fémur regarde en haut, elle regarde en dedans et un peu en avant. La tête fémorale est une surface lisse recouverte par un cartilage articulaire de type hyalin. La tête fémorale présente presque au centre une dépression rugueuse. Cette dépression est appelée la fovea capitis ou bien la fossette du ligament de la tête fémorale. Elle est appelée ainsi tout simplement parce qu'elle donne insertion au ligament de la tête fémorale qui s'étend entre la tête du fémur et la cavité acétabulaire. Juste une petite précision pour l'étudiant qui m'a posé la question. La fovea capitis, c'est une dépression qui n'est pas recouverte de cartilage. La tête fémorale est reliée à la diaphyse du fémur par le col fémoral. Après l'acétabulum et la tête fémorale, je passe maintenant à la troisième surface articulaire de la hanche, représentée par le labrum acétabulaire, appelé anciennement le bourrelet acétabulaire. Sur cette vue latérale de l'os coxal, voici en blanc le labrum acétabulaire. Regardez bien, c'est un anneau fibrocartilagineux souple. Ce labrum se fixe sur le limbus ainsi que sur le ligament transverse acétabulaire. Le labrum acétabulaire augmente la surface articulaire de l'acétabulum. Il augmente également la profondeur de cette cavité acétabulaire. Sur cette diapo, nous avons deux vues latérales de l'os iliaque. Sur le premier schéma, le labrum acétabulaire est un anneau coloré en bleu foncé. Sur le deuxième schéma, le labrum acétabulaire est un anneau coloré en vert. Ce schéma correspond à une vue latérale de la cavité acétabulaire, autour de laquelle se fixe le labrum acétabulaire qui est coloré en jaune sur ce schéma. Ici, on a coupé et réséqué la partie inférieure du labrum pour qu'on puisse voir les différentes faces du labrum. À la coupe, regardez bien, le labrum a une forme triangulaire avec trois faces. Une face interne, la voilà. Une face externe, la voilà ici. Et enfin, une face basale, la voilà. Je commence par l'étude de la face basale. La face basale est adhérente au limbus, regardez bien. Elle est en contact direct avec le limbus acétabulaire. Elle comble ainsi les incisures antérieures et postérieures. Ici, le labrum acétabulaire passe en pan au-dessus de l'incisure inférieure ou bien acétabulaire et cette face basale adhère au ligament transverse acétabulaire. La face externe maintenant, c'est une face fibreuse
qui adhère à la capsule articulaire. Enfin, la face interne, regardez bien, c'est une face cartilagineuse recouverte d'un cartilage articulaire de type hyalin, et cette face interne est en continuité avec la surface semi-lunaire de l'acétabule. J'ai terminé avec les surfaces articulaires. Je passe maintenant à l'étude des moyens d'union. Les moyens d'union correspondent à des structures anatomiques qui maintiennent les surfaces articulaires en contact. Les moyens d'union de l'articulation de la hanche sont représentés par la capsule articulaire ainsi que par les ligaments passifs. Je commence par l'étude de la capsule articulaire. Par définition, la capsule articulaire correspond à un manchon fibreux, souple et mince, qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires. La capsule articulaire de la hanche a la particularité d'être un peu épaisse. Sur le schéma à gauche, nous avons la capsule articulaire qui est colorée en bleu. Tout ça, c'est la capsule articulaire. Regardez bien comment cette capsule s'insère au pourtour des surfaces articulaires, c'est-à-dire au pourtour de l'acétabulum, du côté de l'os iliaque et autour du col du fémur. Sur le schéma à droite, la capsule articulaire est colorée en vert. Elle est transparente, laissant apparaître les surfaces articulaires qui se trouvent à l'intérieur. Regardez bien. Ainsi, ici, nous avons la cavité acétabulaire. Ici, en vert, nous avons le labrum acétabulaire. Et ici, nous avons la tête fémorale. Ce que vous voyez en rouge correspond à l'artère de la tête fémorale. Sur le schéma à gauche, la capsule articulaire, la voilà, elle est colorée en vert. Ce que vous voyez en pointillé en vert correspond à l'empreinte d'insertion de la capsule. En dedans, ou bien médialement, la capsule articulaire s'insère sur le pourtour du limbus acétabulaire. Elle s'insère sur la face externe du labrum et elle s'insère sur le bord libre du ligament transverse de l'acétabulum. Sur le schéma à droite, la capsule articulaire coupée, ici, elle est coupée au milieu. Ici, elle est colorée en jaune. Regardez bien l'insertion autour du col fémoral et l'insertion autour du limbus et de la cavité acétabulaire et du labrum. Ce schéma correspond à une vue supérieure de l'articulation de la hanche. Ici, nous avons l'os iliaque coupé. Ce que vous voyez ici, c'est la cavité acétabulaire et le labrum. Ici, nous avons la tête fémorale, le col des fémurs, le grand trochanter et le petit trochanter. Maintenant, en dehors ou bien latéralement, la capsule articulaire s'insère sur le col ou bien autour du col de la tête fémorale. En avant, l'insertion capsulaire se prolonge jusqu'à la ligne intertrochantérique. Regardez bien, elle dépasse le col fémoral et se prolonge jusqu'à la ligne intertrochantérique qui relie le grand trochanter avec le petit trochanter. En arrière, par contre, regardez bien,
L'insertion capsulaire s'arrête à 2 cm en dedans de la crête intertrochantérique. La crête intertrochantérique relie en arrière le petit trochanter avec le grand trochanter. Et l'insertion capsulaire s'arrête bien en avant. La capsule articulaire de l'articulation de la hanche est un manchon fibreux un peu épais. Pourquoi? Parce qu'il est constitué par 3 sortes de fibres. Nous avons des fibres longitudinales, nous avons des fibres circulaires ou bien transversales et nous avons des fibres récurrentes ou bien des fibres arciformes. Les fibres longitudinales sont superficielles, les voilà. Les fibres circulaires profondes sont profondes, se condensent pour former latéralement ce qu'on appelle la zone orbiculaire. Voici sur cette vue postérieure de l'articulation la zone orbiculaire. La voilà. La zone orbiculaire correspond à une condensation des fibres circulaires de la capsule articulaire. Il faut savoir que cette zone orbiculaire est bien individualisée sur la face postérieure de l'articulation. Sur la face antérieure, elle n'est pas bien visible. Ce que vous voyez ici, c'est la synoviale qui se trouve sur la face profonde de la capsule. Ici, on a coupé la capsule pour mieux voir cette couche profonde formée par la zone orbiculaire. Les fibres récurrentes maintenant. Ces fibres se détachent de la face profonde de la partie externe de la capsule. Regardez bien, ce schéma correspond à une coupe frontale passant par l'articulation de la hanche. Ce que vous voyez en pointillé correspond à la capsule articulaire. Les fibres récurrentes se détachent de la face profonde de la partie externe ou bien latérale de la capsule. Par la suite, ces fibres récurrentes remontent le long du col fémoral et ceci jusqu'à la limite du cartilage articulaire. Voici la limite du cartilage articulaire. Ici s'arrêtent les fibres récurrentes. Les fibres récurrentes forment ce qu'on appelle les freins capsulaires. Cet aspect correspond au frein de la capsule. Les freins capsulaires soulèvent la synoviale qui se trouve profondément et il augmente ainsi l'amplitude de l'abduction de la hanche. Sur cette coupe frontale passant par la hanche, vous avez en bleu ciel les surfaces articulaires qui sont recouvertes par le cartilage articulaire. Vous avez en bleu foncé le labrum acétabulaire coupé. Vous avez en vert ici le ligament transverse acétabulaire. Ici en vert foncé, vous avez la capsule articulaire. Sur sa face profonde, on trouve la synoviale qui est colorée en rouge. Regardez. Ce que vous voyez ici en vert correspond au ligament de la tête fémorale. Après la capsule articulaire, je passe maintenant à l'étude des ligaments. Les ligaments passifs de la hanche sont représentés par 4 ligaments. Nous avons 3 ligaments extracapsulaires qui se trouvent sur la surface de la capsule, sur sa face externe. Et nous avons un ligament intracapsulaire qui se trouve à l'intérieur.
Les ligaments extracapsulaires sont représentés par le ligament iliofémoral, le ligament pubofémoral et le ligament ischio-fémoral. Le ligament intracapsulaire correspond au ligament de la tête fémorale ou bien au ligament rond. Je commence par le ligament iliofémoral. Ce ligament était appelé autrefois le ligament de Bertin. Sur une vue antérieure de l'articulation, je peux voir le ligament iliofémoral. C'est un ligament qui s'étend de la partie iliaque de l'os iliaque jusqu'au fémur. Le ligament iliofémoral correspond au ligament le plus puissant ou bien le plus résistant de la hanche. Il a une forme triangulaire avec un sommet supérieur, une base donc inférolatérale. Ce ligament se dirige en bas et en dehors et s'étend en éventail. Il recouvre la face antérieure de la capsule articulaire qui est colorée en mauve sur le schéma. Le sommet correspond à l'insertion d'origine qui se fait juste au-dessous de l'épine iliaque antéro-inférieure. Il a des insertions également sur le limbus. La base correspond à l'insertion de terminaison qui se fait sur la ligne intertrochantérique. Le ligament iliofémoral s'épaissit au niveau de ses deux bords latéraux. Ainsi, il donne deux faisceaux terminaux, un faisceau supérieur et un autre inférieur. Le faisceau supérieur, c'est un faisceau presque horizontal. Il se termine sur la face antérieure du grand trochanter. Le faisceau inférieur, c'est un faisceau de direction verticale ou bien oblique. Il se termine en avant du petit trochanter. Le deuxième ligament de l'articulation de la hanche correspond au ligament pubofémoral. Ce ligament est moins résistant que le ligament iliofémoral. Il s'étend sur la face antérieure de l'articulation, précisément sur sa partie inférieure. Il s'insère en dedans sur l'imminence iliopubienne ainsi que sur le limbus. Il se dirige par la suite obliquement en bas et en dehors pour se terminer sur la partie inférieure de la ligne intertrochantérique. Le ligament pubofémoral est un ligament peu résistant. Pour cela, il va être renforcé par des extensions de fibres aponevrotiques qui proviennent des muscles psoas et pectinés. Le ligament pubofémoral forme avec le ligament iliofémoral ce qu'on appelle le N couché. Donc ça ressemble à la lettre N couchée ou bien à la lettre Z. Après le ligament iliofémoral et le ligament pubofémoral, je passe maintenant à l'étude du ligament ischio-fémoral qui apparaît sur la vue postérieure de l'articulation. Voici le ligament ischio-fémoral. C'est le ligament le moins résistant de l'articulation de la hanche. Il est situé sur la face postérieure de l'articulation. Il s'insère au niveau de la réunion de la tuberosité ischiotique avec le limbus acétabulaire. Il s'insère également sur le limbus et se dirige obliquement en haut et en dehors. Pour la terminaison du ligament ischio-fémoral, il faut savoir que la majorité des fibres de ce ligament se terminent au-dessus de la fossette trochantérique. Ces fibres forment ce qu'on appelle le faisceau supérieur du ligament. Pour le reste des fibres,
elles forment deux autres faisceaux. Ainsi, on aura un faisceau moyen et un faisceau inférieur. Le faisceau supérieur, le voilà, qui correspond à la majeure partie de terminaison du ligament ischio-fémoral, est appelé le ligament ischio-sus-cervical. Parce que la terminaison, elle se fait au-dessus du col fémoral. Le faisceau moyen maintenant est appelé le faisceau ischio-zonulaire. Pourquoi il est appelé ainsi? Parce que ces fibres s'attachent ou bien se confondent avec les fibres de la zone orbiculaire de la capsule. Enfin, le troisième faisceau, c'est le faisceau inférieur. Ce faisceau est appelé le faisceau ischio-sous-cervical. Pourquoi? Parce qu'il se termine sur la face inférieure du col du fémur. Le dernier ligament de l'articulation de la hanche correspond au ligament de la tête fémorale ou bien au ligament rond. Regardez bien, sur cette vue postérieure, les deux surfaces articulaires sont écartées. Ici, nous avons le ligament rond ou bien le ligament de la tête fémorale. Regardez bien, il s'agit d'un cordon fibreux qui mesure en moyenne 3 cm de long et 1 cm de large. C'est un ligament résistant et souple. Ce ligament contribue à la vascularisation de la tête fémorale par l'intermédiaire des artères qui l'accompagnent. Le ligament rond s'étend de la tête fémorale jusqu'à la fosse acetabulaire de l'acétabulum. Le ligament rond prend origine au niveau de la fovea capitis et il se termine au niveau de l'acétabulum en donnant 3 faisceaux. Nous avons un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. Ici, c'est le ligament rond coupé. Le faisceau antérieur, le voilà. Il se termine en arrière de la corne antérieure de la surface semi-lunaire. Le faisceau postérieur, le voilà. Il s'engage sous le ligament transverse acétabulaire et se termine en arrière de la corne postérieure. Le faisceau moyen maintenant se termine sur le ligament transverse et sur la fosse acétabulaire. Sur cette vue latérale de l'acétabulum, regardez, le ligament de la tête ou bien le ligament rond, il est coloré en vert. Regardez ces 3 faisceaux de terminaison, l'antérieur, le moyen et le postérieur. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'artère du ligament de la tête. Après le chapitre des moyens d'union, je passe maintenant au chapitre de la synoviale et des bourses synoviales. La synoviale ainsi que les bourses synoviales constituent un plan de glissement pour l'articulation. La synoviale est une membrane séreuse. Elle sécrète le liquide synovial qui permet la lubrification, la nutrition du cartilage ainsi que la résorption des déchets. La synoviale de la hanche comprend 2 parties. La première partie, c'est la synoviale proprement dite. C'est la synoviale commune pour toutes les articulations. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la tente du ligament rond ou bien la gaine du ligament de la tête fémorale. Sur ce schéma, les 2 surfaces articulaires écartées. Le ligament rond qui est coloré en vert, il est coupé. Regardez bien comment il est entouré par
une sorte de gaine. Cette gaine est appelée la tente du ligament rond. C'est une gaine séreuse. Donc, c'est la synoviale du ligament rond. La deuxième partie de la synoviale, donc, c'est celle-là. C'est la membrane séreuse qui est commune pour toutes les articulations, qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire. Je commence par la synoviale proprement dite. La synoviale, c'est une membrane séreuse qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire sur cette coupe frontale de l'articulation. Regardez bien la capsule qui est colorée en vert et regardez en rouge la synoviale qui tapisse sa face profonde. La synoviale se fixe à la limite du cartilage articulaire, regardez. Elle est soulevée au niveau du col du fémur par les freins capsulaires. La tente du ligament rond maintenant. Regardez bien sur cette coupe frontale passant par la hanche. En vert, nous avons le ligament rond qui est entouré par sa tente. Ça, c'est la gaine synoviale qui entoure le ligament rond. La tente du ligament rond, c'est une formation synoviale indépendante de la synoviale articulaire. Elle engaine le ligament rond depuis la fovea capitis, c'est-à-dire depuis son origine, jusqu'à sa terminaison au niveau de la fosse acetabulaire. Cette tente, ou bien cette gaine synoviale, permet d'isoler le ligament rond de la cavité articulaire. Ça, c'est la cavité articulaire. Ainsi, on peut dire que le ligament rond est un ligament intracapsulaire. C'est un ligament extrasynovial, c'est-à-dire il n'est pas en contact direct avec la synoviale commune. Et on peut dire que c'est un ligament extra-articulaire. Extra-articulaire, c'est-à-dire il n'est pas en contact avec la cavité articulaire, il est isolé par sa tente séreuse. Les bourses synoviales sont nombreuses au niveau de l'articulation de la hanche. Les bourses séreuses correspondent à des poches ou bien à des sacs qui sont remplis de liquide synovial. Elles sont situées entre les tendons musculaires et les reliefs osseux. Elles constituent des espaces de glissement. Ainsi, elles facilitent les mouvements de l'articulation. Sur cette vue postérieure de l'articulation de la hanche, voici les bourses synoviales qui sont colorées en bleu. Les bourses les plus constantes au niveau de la hanche sont représentées par la bourse séreuse du muscle héliopsoas, la bourse du muscle piriforme, la bourse du muscle petit glutéal ou bien petit fessier. Derrière le petit glutéal, on trouve le muscle moyen glutéal ainsi que sa bourse. Nous avons également la bourse subtendineuse iliaque. Nous avons la bourse du muscle obturateur externe et nous avons la bourse trochantérique qui se trouve entre le fascia lata et le grand trochanter. Elle se trouve ici. Je passe à l'anatomie fonctionnelle de l'articulation de la hanche. Cette dernière est une articulation très stable et très mobile à la fois. Elle assure trois types de mouvements. Elle assure les mouvements de flexion-extension, les mouvements d'adduction-abduction et les mouvements de rotation médiale, rotation latérale.
Je commence par les mouvements de flexion-extension. Le mouvement de flexion est représenté par la couleur bleue. Le mouvement d'extension est représenté par la couleur rouge. Les mouvements de flexion-extension se réalisent dans un plan sagittal et autour d'un axe transversal qui passe par le centre de la tête fémorale ainsi que par le bord supérieur du grand trochanter. Voici l'axe du mouvement. La flexion d'abord, elle consiste à porter la face antérieure de la cuisse contre la face antérieure de la paroi abdominale. L'amplitude de la flexion avec la jambe en extension est estimée en moyenne à 90 degrés. Lorsque la jambe est fléchie, cette amplitude augmente pour atteindre 120 degrés. Le mouvement d'extension représenté par la couleur rouge sur le schéma consiste à porter la cuisse en arrière. Son amplitude en moyenne est estimée entre 10 et 15 degrés. Les mouvements d'abduction-adduction maintenant. Ces mouvements se font dans un plan frontal et autour d'un axe antéro-postérieur qui passe par le centre de la tête fémorale. Le mouvement d'abduction est représenté par la couleur bleue. Le mouvement d'adduction est représenté par la couleur rouge. L'abduction d'abord consiste à éloigner la cuisse de l'axe du corps. Son amplitude est estimée en moyenne lorsque le membre est en extension à 45 degrés. Lorsque la cuisse est fléchie, l'amplitude augmente pour atteindre environ 90 degrés. L'adduction maintenant qui est colorée ou bien représentée par la couleur rouge sur le schéma consiste à rapprocher la cuisse de l'axe du corps. Son amplitude est estimée en moyenne entre 20 et 30 degrés. L'articulation de la hanche permet également des mouvements de rotation médiale, rotation latérale. Ces mouvements se font dans un plan transversal et autour d'un axe vertical qui passe par le centre de la tête fémorale. La rotation médiale est représentée par la flèche rouge. La rotation latérale est représentée par la flèche en bleu. La rotation médiale fait tourner la pointe du pied en dedans, ainsi elle porte la cuisse en dedans. Son amplitude est estimée en moyenne à 35 degrés. La rotation latérale, représentée par la couleur bleue, consiste à faire tourner la pointe du pied vers l'extérieur ou bien le dehors. Ainsi, elle porte la cuisse en dehors en lui exerçant une rotation latérale. Son amplitude est estimée en moyenne à 35-45 degrés. Enfin, l'articulation de la hanche permet de réaliser ce qu'on appelle la circonduction, qui consiste à faire une combinaison de tous les mouvements précédents. Je termine le cours par le chapitre des applications pratiques. Il faut savoir que l'examen clinique de l'articulation de la hanche est obligatoire chez n'importe quel nouveau-né. Cet examen est un examen extrêmement important, il est primordial. Pourquoi? Parce qu'il permet de dépister
une éventuelle luxation congénitale de la hanche. L'articulation de la hanche peut être explorée par la radiographie standard. Elle peut être explorée par l'échographie de la hanche. C'est l'examen clé pour le diagnostic d'une luxation congénitale de la hanche. Elle peut être explorée par l'arthroscan, par l'arthro-IRM et enfin par l'arthroscopie. La hanche est fréquemment le siège d'affections dégénératives, c'est ce qu'on appelle la coxarthrose. Elle peut être également le siège de lésions infectieuses, c'est ce qu'on appelle l'arthrite de la hanche. L'articulation coxofémorale est une articulation très stable. Sa luxation nécessite un traumatisme violent, à savoir les accidents de la circulation. Cependant, les luxations congénitales sont très fréquentes. Ceci exige un examen clinique minutieux de chaque nouveau-né. Les complications possibles sur le plan fonctionnel plus tard nécessitent une prise en charge précoce de ces luxations congénitales. Ce schéma montre une luxation au niveau de la hanche gauche. Regardez bien comment la tête fémorale se déboîte de la cavité acétabulaire. La fracture du col de fémur est une lésion très fréquente, surtout chez les sujets âgés. Cette fracture est secondaire à une chute, surtout lorsque la personne est âgée. Lorsque la personne présente une faiblesse au niveau du tissu osseux, c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. Cette fracture peut être responsable de ce qu'on appelle l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'ostéonécrose aseptique, c'est la mort cellulaire du tissu osseux au niveau de la tête de fémur. Elle survient par amputation de l'irrigation de la tête fémorale et ceci en général par une fracture déplacée qui va léser le paquet vasculaire de la tête fémorale. Le traitement de cette ostéonécrose de la tête fémorale consiste à mettre en place une prothèse métallique. C'est la prothèse de la hanche. Regardez bien cette prothèse qui ressemble à la partie supérieure ou bien proximale du fémur. Ici, nous avons cette partie qui ressemble à la tête fémorale, cette partie qui ressemble au col et cette partie qui ressemble à la diaphyse qui va être implantée à l'intérieur de la diaphyse fémorale. J'ai terminé mon cours. Je vous souhaite un bon apprentissage.